Pendant que certains envoient 150 candidatures sans une seule réponse, d'autres refusent des offres, dans la même économie, au même moment. Vous allez me dire, l'un débute, l'autre est installé. En partie, oui. Sauf que ça n'explique pas tout. Et ce n'est pas non plus une question de chance. Le marché du travail n'est pas cassé, mais il est en train de se réorganiser complètement de part et d'autre d'une ligne. Et selon le côté où vous vous trouvez, vous ne vivez déjà plus la même réalité que votre voisin. Si vous demandez à vos parents ou à vos grands-parents comment ils imaginaient une carrière, il y a de grandes chances qu'ils vous répondent quelque chose comme « fais des études, trouve un bon emploi, travaille sérieusement et petit à petit, tu progresseras ». Ce n'est pas seulement un conseil, c'est le message transmis à plusieurs générations. Parce que c'était la logique même du marché du travail. Dans les décennies qui suivent la Seconde Guerre mondiale, l'économie tourne à plein régime. Les entreprises grandissent et recrutent massivement. La règle du jeu est simple. Vous apportez votre loyauté, l'entreprise vous offre de la stabilité. Les sociologues appellent ça le contrat psychologique. Vous donnez votre temps et votre énergie. En retour, vous obtenez un salaire et vous pouvez raisonnablement espérer faire carrière dans la durée. Le diplôme y jouait un rôle central. Pour beaucoup, c'est un puissant ascenseur social. Il ouvre la porte d'une entreprise et cette entreprise peut devenir celle d'une vie. Imaginez, en 1975, un jeune diplômé de 25 ans qui entre dans une grande entreprise peut raisonnablement espérer y faire toute sa carrière, jusqu'à même son départ à la retraite plusieurs décennies plus tard. À l'époque, ce schéma n'a rien d'exceptionnel. Évidemment, il n'a jamais concerné tout le monde. Certains métiers étaient déjà plus précaires, certaines carrières plus chaotiques. Mais pour une grande partie des salariés, la progression de carrière reste relativement stable et prévisible. Ce système avait un immense avantage. Les règles étaient claires et pendant des décennies, personne n'a vu venir ce qui allait les faire voler en éclats. 3 secousses. La première a commencé sans bruit vers le début des années 2000. Les entreprises s'ouvrent à la mondialisation. Les outils numériques accélèrent tout. Les cycles économiques deviennent plus courts. Plus de concurrence, des entreprises plus flexibles, un diplôme qui reste roi mais dont la promesse commence à s'éroder. Et surtout, un phénomène passe presque inaperçu. La valeur des compétences commence à se déplacer plus vite que les carrières elles-mêmes. Certaines tâches deviennent facilement automatisables. La saisie de données, le classement de documents, certaines opérations comptables ou administratives. D'autres deviennent rares. Les économistes ont un mot pour ça, la polarisation. Les machines commencent à manger les tâches répétitives codifiables. Ce n'est pas encore une rupture, mais un premier accroc au contrat psychologique du travail. Puis en 2020 arrive une deuxième secousse, le Covid. Et là, tout le monde croit que le rapport de force s'inverse. Télétravail, pénurie de main-d'œuvre, hausse des salaires dans certains secteurs, démissions massives dans les métiers les plus physiques ou les plus contraignants. On parle même de grandes démissions. Selon le Bureau of Labor Statistics, 50,6 millions de démissionnaires volontaires ont été enregistrés aux États-Unis en 2022, un niveau historiquement élevé. Et en France, le phénomène est un peu moins marqué, mais il existe aussi. Selon le service statistique du ministère du Travail, entre 2021 et 2022, on atteint près de 520 000 démissions par trimestre. Les salariés négocient plus facilement leur salaire, leur télétravail ou leurs conditions. Dans les secteurs les plus en tension, certaines entreprises proposent même des primes ou des avantages pour attirer et fidéliser leurs équipes. Pendant un court instant, on a l'impression que les règles du jeu changent. Le salarié semble reprendre la main. Mais cette lecture est trompeuse. Dès la fin de l'année 2022, la situation se retourne. Après des années de taux proches de zéro, la Banque centrale européenne, la BCE, augmente brutalement ses taux directeurs pour casser l'inflation. Le crédit devient plus cher, les entreprises freinent, les recrutements se tassent progressivement. D'ailleurs, en 2026, les intentions d'embauche continuent de reculer de 6,5% en France, avec un net ralentissement dans certains secteurs comme la construction. Une nouvelle dynamique s'installe, moins de mobilité professionnelle et plus de prudence. Dans ce climat d'incertitude, un phénomène prend aussi de l'ampleur, les ghost jobs, des offres d'emploi fantômes qui restent visibles, parfois repostées pendant des semaines ou des mois, mais qui ne débouchent pas forcément sur un recrutement réel. Résultat, les candidats se méfient et certains salariés préfèrent s'accrocher à leur job. On parle alors de job hugging, une tendance à rester en poste, non pas par choix, mais par sécurité. Derrière ce mouvement se cache une réalité simple. Quand l'avenir paraît moins prévisible, chacun cherche la sécurité. Cette prudence est compréhensible, mais elle relève aussi une fragilité. Dépendre d'un seul employeur, c'est dépendre d'une seule source de revenus. Et ça, je le vois, moi, avec les clients que j'accompagne. De plus en plus de personnes ne viennent pas me voir pour devenir riches, elles viennent parce qu'elles ne veulent plus dépendre à 100% d'un seul bulletin de salaire. Et elles ont compris la puissance de l'investissement. Alors oui, le Covid a considérablement augmenté l'incertitude, mais il n'a pas réécrit les règles du marché du travail. Il les a temporairement brouillées, sauf qu'au même moment,
une autre transformation commence à prendre de l'ampleur. Presque sur la pointe des pieds, la troisième secousse arrive, l'intelligence artificielle. Et cette fois, elle ne brouille plus les règles, elle commence à en réécrire certaines. Lesquelles? Alors j'y viens, parce que les comprendre devient plus important que jamais. Au début, ça ressemble à un outil, un gadget qui pond des textes amusants. Écris-moi un rap sur les ours polaires. Je suis l'ours polaire, roi de l'Arctique. Je chasse le phoque, c'est mon menu typique. Il peut répondre en quelques secondes, peut tenir une conversation avec vous gratuitement et dans presque toutes les langues. Puis progressivement, l'intelligence artificielle commence à passer du simple assistant à un véritable outil de productivité. Elle automatise certaines tâches. J'ai demandé de me rédiger 20 posts Instagram sur le lancement d'une application de voyage. Et lui, hop, ça, ce que je viens de faire, là, on l'a fait, ça a pris 2 minutes. Et globalement, pour rédiger quelque chose comme ça, il aurait fallu 1h30 à 2 heures. Et quelques années plus tard, elle ne se contente plus d'assister les salariés. Les entreprises réorganisent déjà des services entiers autour de ces outils. C'est le début d'une grande bascule. Et cette fois, la vague ne part pas d'en bas, comme les précédentes vagues d'automatisation qui touchaient surtout les tâches répétitives. Elle arrive directement dans les bureaux, dans les métiers qualifiés, dans les professions intellectuelles, ces profils qu'on croyait justement les plus protégés. Et ce sont plus seulement les métiers qui évoluent, c'est la valeur de certaines tâches au sein même de ces métiers. L'IA accélère brutalement l'automatisation et la transformation des métiers. La valeur se déplace alors à une vitesse inédite. Évidemment, toutes les professions ne seront pas touchées de la même manière. Celles qui reposent sur une présence physique, une forte dimension humaine ou une expertise très spécialisée restent, à ce stade, moins exposées à l'IA générative. Mais attention, ça ne veut pas dire que les métiers de terrain resteront intouchables pour autant. Regardez déjà la robotique, qui grignote déjà la logistique et l'industrie. Un humain contre un robot et la compète, c'était du tri de colis. Pendant 10 heures, les deux protagonistes devaient repérer le code-barre, attraper le colis, le remettre dans le bon sens pour que le code-barre soit scanné. Il y avait donc le robot Figure 03 et un stagiaire humain du nom de AIM. Eh bien, le résultat, c'est que l'humain a gagné, mais de très peu. En moyenne, l'humain mettait 2,79 secondes à traiter le colis et le robot 2,83 secondes. Le marché du travail ne s'est pas cassé, il s'est scindé en deux. Le problème, c'est que la fracture est presque invisible. Alors, où passe cette ligne? La première idée qui vient à l'esprit, c'est qu'elle sépare les juniors. Autrement dit, les personnes en début de carrière par rapport aux seniors, ceux qui sont déjà installés. Prenez Thomas, Bac+5, diplômé en marketing. Bon élève, il a fait exactement ce qu'on lui a toujours dit de faire. Aujourd'hui, après avoir envoyé plus de 150 candidatures en quelques mois, il n'a presque aucune réponse. Forcément, il s'est dit que le marché est complètement bloqué. Maintenant, prenez Sophie, 15 ans d'expérience, exactement le même métier. Ce sont les recruteurs qui viennent la chercher. Pour elle, le marché n'a jamais été aussi favorable. Et le plus étonnant, c'est qu'ils ont tous les deux raison. Cette différence n'a rien d'absurde. Depuis longtemps, les économistes observent un phénomène simple. Ceux qui sont déjà en poste sont souvent mieux protégés que ceux qui essaient d'entrer. Ils appellent ça la théorie des insiders-outsiders. Plusieurs travaux récents suggèrent que l'IA pourrait accentuer encore plus ce phénomène. Une étude menée par des chercheurs de Stanford et mise à jour en octobre 2025 est particulièrement intéressante. Ils ont regardé les métiers les plus exposés à l'IA générative. Résultat, chez les 22-25 ans, l'emploi recule d'environ 16%. Pendant ce temps, dans ces mêmes métiers, celui des profils plus expérimentés continue d'augmenter. Les chercheurs restent prudents et le décrochage devient vraiment visible à partir de 2024. Alors je vous vois venir, oui, mais ça c'est les États-Unis. C'est vrai, leur marché est beaucoup plus flexible que le nôtre. On embauche et on licencie beaucoup plus facilement. Sauf que l'IA se fiche un petit peu du code du travail français. Et en France aussi, on commence à voir des signaux qui vont dans la même direction. Les recrutements de jeunes diplômés ralentissent. Il est encore trop tôt pour attribuer tout ça à l'IA, mais les premiers signaux méritent d'être observés. Donc en fin de compte, l'hypothèse est vraiment crédible. Un fossé semble se creuser entre les juniors et les seniors. Il y a quelque chose qui me dérange dans cette explication. Parce que le problème, c'est pas seulement que la porte d'entrée est en train de se fermer, c'est aussi qu'on est en train de casser l'escalier. Pendant des décennies, devenir senior suivait une logique assez simple. On entrait comme un junior, on faisait les tâches les plus simples au début, on apprenait, puis on montait progressivement. Le problème, c'est que ces premières tâches sont justement celles que l'IA automatise aujourd'hui en premier. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de fermer la porte junior, on est en train aussi de casser le mécanisme qui fabriquait les seniors de demain. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les juniors sont condamnés? Rassurez-vous, non. Certains juniors s'insèrent encore très bien. Est-ce que ça veut dire que les seniors, eux, sont protégés? Pas vraiment non plus. Parce que lorsqu'une entreprise déploie l'IA, elle ne s'arrête pas aux tâches juniors. Au début, elle automatise les tâches simples, puis elle assiste les profils expérimentés, mais progressivement, certaines tâches qui demandaient plusieurs années d'expérience
commence elle aussi à disparaître. Et soyons francs, personne ne sait encore où cette frontière s'arrêtera. D'autant plus qu'un senior peut lui aussi se retrouver de l'autre côté de la barrière du jour au lendemain. Il suffit parfois d'un licenciement après 50 ans pour devoir repartir à la recherche d'un emploi. Et on le sait, les plus de 55 ans, même avant l'IA, c'est plus compliqué pour eux de retrouver un emploi. Donc aujourd'hui, l'expertise protège, mais elle n'est pas du tout une garantie. Alors bon, si la frontière n'est pas seulement une question d'expérience, alors peut-être qu'on regarde au mauvais endroit. Peut-être que la ligne passe entre les différents secteurs d'activité. En France, en 2025, près d'un poste sur deux était difficile à pourvoir. Au même moment, le chômage vient d'atteindre 8,1%, son plus haut niveau depuis 5 ans. Comment ces deux réalités peuvent-elles coexister? Regardez par exemple dans le domaine du grand âge. 7 établissements sur 10 déclarent manquer de personnel. Et les fédérations du secteur réclament 100 000 créations de postes. Pendant que des jeunes diplômés du numérique, eux, enchaînent les refus. C'est un paradoxe. Pendant des années, on a présenté le numérique comme la voie d'avenir. Et aujourd'hui, le marché réclame aussi des bras, des soins, de la maintenance, du terrain. La valeur n'a pas disparu, elle a juste changé d'adresse. Et cette nouvelle adresse, elle a 3 noms. Vous l'avez compris. Le premier nom, c'est le soin. La France manque de soignants et ce n'est pas prêt de s'arranger avec le vieillissement de la population. Selon France Travail, c'est d'ailleurs l'un des rares secteurs où les intentions d'embauche continuent de progresser en 2026. Et cette tendance dépasse la France. À horizon 2030, le World Economic Forum classe lui aussi les métiers du soin parmi les grands gagnants de l'emploi. Le deuxième nom, c'est la transition énergétique. Électricien, maintenance industrielle, rénovation, des métiers techniques longtemps sous-estimés et aujourd'hui devenu essentiel. Le troisième nom, c'est le numérique, mais pas celui qu'on a vendu aux jeunes. Pas les lignes de code que l'IA écrit déjà toute seule. Le béton et les câbles derrière l'IA. Puces, data center, réseau. D'ici 2030, le World Economic Forum prévoit un grand brassage du marché du travail. 22% des emplois actuels seront transformés. Le solde global reste positif. Plus de création que de destruction, a priori. Mais le vrai défi n'est pas le nombre d'emplois, c'est qu'ils ne seront radicalement plus les mêmes. Il faudra s'adapter. La ligne sépare donc clairement les secteurs d'activité, sauf que ça aussi, c'est une analyse un peu trop simple. Même dans un secteur qui continue de recruter, certaines compétences deviennent plus recherchées que d'autres. Prenez 2 comptables, même diplôme, même ancienneté. Le premier travaille exactement comme il y a 10 ans. Il passe ses journées à saisir des factures et à faire des rapprochements bancaires. Le second s'appuie déjà sur l'IA pour automatiser une énorme partie de ses tâches quotidiennes et consacre davantage de temps à l'analyse, au conseil, au pilotage financier. Ils exercent le même métier, pourtant ils ne créent déjà plus exactement la même valeur. La ligne passe carrément à l'intérieur même d'un métier. Alors finalement, où est cette fameuse ligne à l'intersection de tout ça? Entre les juniors et les seniors, entre les secteurs d'activité, entre 2 collègues qui font pourtant le même métier. Parce qu'elle ne suit ni les diplômes, ni les métiers. Elle suit la valeur économique et ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, cette valeur se déplace beaucoup plus vite qu'avant. Donc la ligne aussi, et nous devons nous adapter plus vite. Avant, la peur, c'était de ne pas être assez qualifié. Aujourd'hui, c'est que quand bien même on est qualifié, nos compétences se périment trop vite. Et face à une vitesse qu'on ne contrôle pas, on peut se demander sur quoi nous avons encore la main. Reprenez Thomas et Sophie. Aucun ne décide de la vitesse à laquelle le marché change, mais tous les deux peuvent agir sur une chose, ne pas dépendre uniquement de leur salaire. Souvenez-vous du job hugging, cette peur de perdre son emploi qui pousse à s'y accrocher. Se constituer un patrimoine petit à petit, c'est desserrer cet étau. Si vous n'êtes pas encore passé à l'action à ce niveau-là, je détaille tout ça pour bien débuter dans ma formation offerte. Le lien est en description. Et c'est pas réservé à Sophie parce qu'elle a déjà une carrière bien avancée. Thomas a même un atout, plus de temps pour utiliser les intérêts composés. Il peut commencer avec seulement quelques euros par mois. C'est aussi une façon de s'adapter aux nouvelles règles du jeu. Parce que oui, les règles ont changé, mais tout ce qu'on croyait savoir n'est pas devenu inutile pour autant. Certaines règles tiennent encore, à condition de les adapter. Alors finalement, quelles sont ces nouvelles règles? Première chose, le diplôme n'a pas disparu. Il reste même un signal extrêmement puissant sur le marché du travail. Les données de l'OCDE montrent encore aujourd'hui un écart important de revenus entre les personnes diplômées du supérieur et celles qui ont un niveau d'études inférieur. En France, les diplômés du supérieur gagnent en moyenne 60% de plus que ceux qui se sont arrêtés au bac. C'est même plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Et l'écart grimpe encore pour un master ou un doctorat. Pourtant, aujourd'hui, le diplôme n'est plus une promesse automatique. Il ouvre toujours une porte vers le marché du travail, c'est sûr, mais il ne garantit plus ce qu'il y aura derrière. Un emploi dans son domaine ou une carrière toute tracée. Et ce qui compte de plus en plus, c'est plus seulement ce que nous savons à un instant T, c'est la capacité à continuer d'apprendre. Selon le World Economic Forum, sur 100 travailleurs,
59 auront besoin d'une montée en compétences pour rester adaptés aux évolutions du marché du travail, soit près de 6 salariés sur 10. Pendant longtemps, on apprenait un métier. Aujourd'hui, on doit parfois réapprendre son métier. Et quand on demande aux employeurs ce qu'ils recherchent vraiment, ce sont des qualités que l'IA ne remplace pas facilement. La réflexion analytique, la résilience, la flexibilité, l'agilité, le leadership, la communication, le travail d'équipe. Alors concrètement, ça veut dire quoi pour vous? Pas forcément reprendre des études, pas forcément changer de métier. Peut-être juste regarder votre propre travail en face. Quelles tâches deviennent faciles à automatiser? Lesquelles gardent de la valeur? Et comment pouvez-vous passer progressivement plus de temps sur ces tâches-là? Ou en tout cas, répondre présent le jour où votre employeur décidera de prendre le tournant. Alors je sais que c'est pas facile, je sais que plus on avance dans une carrière, plus s'adapter aux nouvelles technologies, ça coûte cher en temps, en énergie, mais entre subir le changement et le choisir, il y a une marge. Et cette marge, c'est peut-être ce qui comptera le plus dans 10 ans. Est-ce que ça suffira? Je ne vais pas vous mentir, personne ne le sait. Une partie se jouera à un niveau qui nous dépasse, notamment au niveau politique et au niveau innovation derrière, côté IA évidemment. Mais ça, c'est un autre chantier. Les entreprises, elles, n'attendent pas. Des entreprises françaises, des mastodontes comme BNP Paribas, CMA-CGM, la 3e entreprise mondiale de transport maritime, déploient déjà ces outils à grande échelle. Et même les administrations publiques commencent à les utiliser pour assister les agents, analyser des documents ou mieux cibler certaines fraudes. Est-ce que ça se traduira par des gains de productivité et par des destructions d'emplois massives? J'aimerais vous dire que tout va bien se passer. Sauf que la vérité, c'est que je n'en sais rien. Donc méfiez-vous quand même de ceux qui vous affirment le contraire. Par contre, une chose est sûre, entrer sur le marché du travail aujourd'hui en ignorant ces outils, c'est prendre un risque bien plus grand que d'apprendre à travailler avec. Cela dit, ne vous attachez pas trop aux outils d'intelligence artificielle. Vu la vitesse à laquelle ils évoluent, celui que vous maîtrisez aujourd'hui sera vite dépassé demain. Le suivant aussi. Ce qui compte au fond, c'est pas l'outil, c'est votre jugement, votre capacité à créer de la valeur, à vous adapter. Et si j'avais un seul conseil à donner à Thomas, ce serait de continuer à apprendre. Ça ne lui garantit pas un emploi évidemment, mais c'est probablement sa meilleure chance. Et c'est peut-être ça la vraie rupture avec le monde de nos parents. Eux construisaient dans un monde relativement stable, le nôtre, lui, bouge en permanence. Mais il reste une dernière chose. Cette ligne qui traverse le marché du travail, elle ne s'arrête pas à votre fiche de paie. Parce que ceux qui restent du bon côté ne gagnent pas seulement un meilleur salaire, ils gagnent la capacité d'épargner, d'investir, de faire travailler leur argent à leur place. Et cette capacité n'est pas réservée à ceux qui ont déjà un gros salaire. Elle ne dépend que d'une chose, le jour où vous commencez, et il n'est jamais trop tard. Si vous voulez justement savoir comment vous y prendre, même en partant de zéro, j'ai fait un guide complet là-dessus, comment fonctionne la bourse, comment investir sans y passer des heures chaque semaine, et un plan d'action en 10 étapes pour vous lancer. La vidéo est juste ici pour la regarder.